À 17h43, un jet privé sans logo atterrit à la capitale du Burkina Faso, sans accueil officiel, tandis qu'un convoi blindé attend déjà. À peine le vide laissé par les forces françaises s'est-il ouvert que d'autres puissances avancent en coulisses, et l'offre américaine arrive sous forme de contrat militaire, pas de discours, minerais stratégiques contre contre-terrorisme à haute intensité. Que vaut une efficacité immédiate si Ibrahim Traoré accepte un accès direct aux mines sans circuit d'État ni contrôle législatif et transforme l'autonomie en dépendance réversible? Tout se joue sans micro ni caméra. Ce récit propose une lecture précise de ce qui est réellement en jeu derrière une négociation tenue hors caméra et sans communiquer. Il s'agit de comprendre en termes concrets comment une offre présentée comme strictement sécuritaire peut redessiner durablement les équilibres politiques, économiques et humains du Sahel. L'enjeu central tient en une promesse simple: mieux saisir les coûts cachés des choix rapides. D'un côté, la pression militaire est immédiate, mesurable sur le terrain, avec des unités exposées, des civils déplacés et des lignes logistiques fragiles. De l'autre, les ressources minières représentent l'essentiel des marges de manœuvre économiques, déjà mobilisées pour financer l'effort de reconquête territoriale. Entre ces deux pôles, les dirigeants sahéliens arbitrent sous contrainte, sans luxe du temps long. Ce qui se décide ici dépasse un accord ponctuel. Cela touche à la capacité d'un État à rester maître de ses leviers, à fixer ses règles et à éviter qu'une solution tactique ne devienne une dépendance structurelle. Selon un rapport interne burkinabé, 79% des recettes d'exportation en 2023 provenaient de l'or, du manganèse et du lithium, un levier vital déjà engagé dans l'effort sécuritaire. Dans le même temps, une note confidentielle indique que plus de 60% des équipements militaires récents ont été obtenus par troc direct de ressources, sans circuits financiers occidentaux. Ces deux chiffres expliquent pourquoi l'offre américaine, pourtant rapide et technologiquement attractive, a été perçue comme une épreuve de résistance plutôt qu'un secours. Le contexte est celui d'un vide géopolitique créé après l'éviction des forces françaises, vite occupé par des acteurs proposant des formats de coopération plus discrets et plus transactionnels. Washington ne parle plus de gouvernance, mais d'efficacité immédiate, en liant sécurité et accès préférentiel aux minerais. Pour les capitales sahéliennes, l'enjeu n'est pas l'aide en soi, mais la manière dont elle reconfigure le contrôle des ressources et la chaîne de décision. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette lecture. Habitué aux négociations sous haute tension, il sait que céder l'accès direct aux mines sans cadre parlementaire revient à déplacer le centre de gravité de la souveraineté. L'expérience passée a laissé une mémoire vive. Une présence étrangère peut se retirer, mais les dépendances qu'elle crée restent. Ce rappel historique pèse lourd lorsque la pression sécuritaire s'intensifie sur le terrain. Dans ce cadre, le refus n'est ni idéologique ni improvisé. Il s'ancre dans une stratégie où l'autonomie militaire, bien que coûteuse et imparfaite, est considérée comme la condition minimale d'une stabilité durable, même fragile. Sur le terrain, cette décision abstraite prend un visage précis, celui du commandant Zongo, responsable du renseignement sur le front Est. Quelques jours avant l'arrivée des émissaires américains, son unité signale un incident révélateur. Un poste avancé, repris après de lourds combats, doit être temporairement abandonné faute de munitions livrées à temps. Le retrait est bref, mais ses effets sont immédiats. Reprise de certaines routes nocturnes par des groupes armés, fermeture de marchés hebdomadaires et déplacement précipité de civils vers les centres urbains. Zongo transmet alors un rapport d'alerte à la hiérarchie militaire. Il n'y plaide pas pour un refus dogmatique de l'aide extérieure, mais souligne un risque précis.
Accepter une assistance conditionnée par un accès direct aux ressources créerait une dépendance logistique encore plus critique que celle du passé. Ce qui est donné rapidement peut être retiré tout aussi vite sans débat public ni levier de négociation. Ce rapport circule jusqu'au cercle proche d'Ibrahim Traoré. Il sert de rappel concret. La souveraineté ne se mesure pas seulement en déclaration, mais dans la capacité à tenir une position une semaine de plus avec ses propres chaînes d'approvisionnement. La question devient alors simple. Un gain immédiat vaut-il une fragilisation durable? Tout commence par une arrivée sans apparat. Un jet privé, sans logo ni délégation officielle, atterrit à la capitale du Burkina Faso en fin d'après-midi. Aucun communiqué, aucun tapis rouge, mais un dispositif de sécurité déjà en place. Dans les heures qui suivent, les contours de la proposition américaine se précisent. Un soutien militaire immédiat calibré pour frapper vite avec armes, drones, formation et renseignements. En échange, un accès direct et préférentiel aux ressources stratégiques du sous-sol sahélien hors des circuits étatiques classiques. Le déclenchement est volontairement rapide. Les émissaires plaident l'urgence, évoquent la pression terroriste croissante et l'usure des forces locales. Le message est simple. Le temps joue contre le Sahel et seule une logistique lourde peut inverser la dynamique. Mais derrière cette efficacité promise se glisse un détail technique décisif. L'accord proposé ne transite ni par les parlements ni par les mécanismes fiscaux nationaux. Il institue des couloirs logistiques et juridiques échappant au contrôle direct des États. Le climax survient lors d'une réunion à huis clos réunissant les chefs d'état-major de l'Alliance du Sahel. Les discussions sont tendues car la pression sur le terrain est réelle. Pourtant, l'idée d'une juridiction parallèle sur des portions du territoire fait basculer l'ambiance. Le général Konaté, côté malien, exprime le premier un refus clair, rappelant qu'une tutelle chassée ne doit pas être remplacée par une autre sous un uniforme différent. Cette position est transmise presque immédiatement à Ibrahim Traoré. Quelques heures plus tard, la décision tombe. Les négociations sont suspendues. Aucun communiqué officiel n'est publié, mais le signal est suffisamment fort pour être interprété. Les émissaires américains quitteront discrètement l'aéroport, tandis que les chaînes internationales commencent à spéculer sur un rejet définitif. Dans les rues de la capitale du Burkina Faso, une manifestation spontanée rassemble plusieurs centaines de personnes devant le ministère des Affaires étrangères, brandissant des slogans courts et sans ambiguïté. Les répliques se font sentir au-delà du Burkina Faso. À Washington, le silence domine, mais des mouvements internes sont signalés dans les cercles de défense. Le deal vacille, emportant avec lui une stratégie patiemment construite. Pour Ibrahim Traoré et ses homologues, ce moment marque un tournant. Accepter aurait apporté un gain tactique rapide. Refuser expose à des pressions diffuses, mais préserve le contrôle du levier économique central. La séquence s'achève sur une certitude partagée dans les cercles stratégiques sahéliens. La souveraineté n'est pas testée dans les discours publics, mais dans ces décisions prises à huis clos quand l'urgence pousse à choisir entre vitesse et maîtrise. Avant la rupture avec les cadres sécuritaires occidentaux, l'effort militaire sahélien reposait majoritairement sur des financements externes et des chaînes d'approvisionnement longues, exposées au gel bancaire et au retard administratif. Depuis 2022, plus de 60% des équipements utilisés dans les opérations de reconquête ont été acquis par troc direct de ressources contre matériel, principalement avec des partenaires non occidentaux. Ce basculement marque un delta clair. La logistique est devenue plus rapide, mais aussi entièrement indexée au contrôle des ressources. La première métrique éclaire la dépendance économique.
En 2023, 79% des recettes d'exportation burkinabé provenaient de l'or, du manganèse et du lithium. Autrement dit, près de 4 unités de richesse extérieure sur 5 sont concentrées sur quelques filières minières. Cette concentration transforme la gestion des ressources en levier stratégique vital. Céder un accès direct hors cadre législatif revient à exposer l'unique marge de manœuvre économique à une décision extérieure. La promesse d'armes rapides ne compense pas la perte de contrôle sur la source qui finance déjà l'effort de guerre. La deuxième métrique relie sécurité et stabilité humaine. Entre 2022 et 2024, les zones reprises aux groupes armés ont enregistré une baisse de 47% des déplacements internes, selon des données compilées par un institut stratégique régional. Le delta est significatif. Plus de contrôle territorial équivaut à plus de stabilité pour les civils. Cette amélioration a été obtenue sans appui militaire occidental structurant, mais grâce à une réorganisation interne et à des partenariats alternatifs. Le chiffre invalide l'idée selon laquelle l'autonomie militaire serait mécaniquement synonyme de chaos. La troisième métrique concerne la nature même de l'autonomie. Le troc direct de ressources contre équipement permet d'éviter les circuits financiers classiques, souvent soumis à des sanctions ou à des blocages. Cette méthode réduit les délais et sécurise l'approvisionnement à court terme, mais elle renforce aussi le lien entre ressources et capacités militaires. Chaque concession minière devient une variable opérationnelle. C'est précisément ce point qui alimente la prudence des décideurs sahéliens, dont Ibrahim Traoré. Si la ressource est captée par un acteur extérieur, la chaîne militaire devient vulnérable à un retrait unilatéral. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une trajectoire cohérente. La reconquête territoriale progresse, la stabilité humaine s'améliore et l'autonomie logistique s'affirme, mais au prix d'un équilibre fragile. Introduire un partenaire proposant une logique transactionnelle à haute intensité risquerait de rompre cet équilibre. Le gain immédiat, mesuré en cargaison d'armes, doit être mis en regard du coût structurel, mesuré en perte de maîtrise économique. Ces chiffres ne tranchent pas le débat à eux seuls. Ils fixent toutefois un cadre rationnel. La question n'est plus de savoir si l'aide est utile, mais à quelles conditions elle cesse de renforcer l'autonomie pour créer une dépendance. Les défenseurs de l'accord américain avancent deux arguments principaux. D'abord, face à l'intensité de la menace terroriste, refuser une aide technologique de pointe serait, selon eux, une prise de risque inutile pour les populations civiles. Drones, renseignements satellitaires et logistique lourde permettraient de sauver des vies à court terme, là où les capacités locales restent incomplètes. Ensuite, ils soutiennent que les partenariats déjà engagés avec d'autres puissances ne sont ni plus transparents ni moins contraignants. Dans cette lecture, coopérer avec Washington offrirait au moins un cadre institutionnel plus prévisible et une puissance militaire éprouvée. Un second raisonnement complète cette position. Les pertes humaines continuent, l'usure des troupes et la difficulté à maintenir un effort de guerre soutenu sans soutien massif sont mises en avant. Pour ces analystes, persister dans une autonomie coûteuse reviendrait à sacrifier la sécurité immédiate au nom d'un principe abstrait. Ils estiment qu'un État peut toujours renégocier ultérieurement des concessions économiques, mais qu'il ne peut pas compenser des vies perdues sur le terrain. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, ils omettent un élément central mis en évidence par les données récentes. Les gains territoriaux enregistrés depuis 2 ans, accompagnés d'une baisse marquée des déplacements internes, ont été obtenus sans appui militaire occidental structurant. Cela suggère que l'efficacité opérationnelle ne dépend pas exclusivement d'un acteur unique, mais de la cohérence entre ressources, commandement et contrôle politique.
Introduire une assistance conditionnée par un accès direct aux mines déplacerait ce centre de cohérence hors des États. De plus, l'idée d'une renégociation ultérieure ignore un précédent récurrent. Une fois les chaînes logistiques et technologiques externalisées, la capacité de retrait autonome se réduit fortement. Ce qui commence comme un soutien ciblé peut devenir un levier de pression durable. C'est précisément ce risque que soulignent les cercles proches d'Ibrahim Traoré, non par rejet de toute coopération, mais par refus d'un schéma où la sécurité dépend d'un arbitrage extérieur. La réfutation ne repose donc pas sur un refus dogmatique de l'aide, mais sur une hiérarchie des priorités. Sauver des vies à court terme est essentiel, mais préserver la capacité de décision à moyen terme conditionne toutes les victoires futures. Sans maîtrise des ressources et des règles, l'efficacité immédiate peut se transformer en vulnérabilité structurelle. Alors que l'attention se concentrait sur les émissaires américains, une autre négociation avançait déjà en silence. Depuis plusieurs semaines, une délégation conjointe russo-chinoise menait des discussions confidentielles avec les autorités sahéliennes selon un format radicalement différent. Aucun contrat immédiat, aucune exigence d'accès direct aux mines, aucune pression sur l'urgence. À la place, une proposition plus lente mais structurante, le co-développement progressif d'un complexe militaro-industriel sur sol africain. Cette offre modifie profondément la lecture du refus américain. Elle ne repose pas sur un échange ressources contre équipement, mais sur un transfert de technologie étalé dans le temps. La production des munitions légères aux drones tactiques resterait sous juridiction sahélienne. Le rendement à court terme serait inférieur, mais le contrôle stratégique, lui, serait total. Ce point devient décisif pour des dirigeants qui ont fait de la maîtrise des chaînes logistiques un pilier de leur autonomie. Ibrahim Traoré reçoit ainsi deux dossiers à quelques heures d'intervalle. L'un promet une efficacité immédiate, conditionnée et réversible. L'autre propose une montée en capacité plus lente mais cumulable et internalisée. Le choix ne se résume plus à accepter ou refuser une aide, mais à arbitrer entre vitesse et souveraineté. Cette révélation éclaire rétrospectivement la suspension des négociations américaines. Le refus n'est pas un saut dans le vide, mais un repositionnement stratégique rendu possible par une alternative crédible. À partir de ce point, l'équation change. La question n'est plus de savoir si le Sahel peut se passer d'un partenaire, mais lequel renforce réellement sa capacité à décider seul. Pour l'État, la décision de suspendre l'accord américain redéfinit immédiatement la marge de manœuvre budgétaire et diplomatique. En conservant le contrôle direct des ressources minières, les autorités évitent l'installation de couloirs juridiques parallèles qui auraient échappé au contrôle fiscal et parlementaire. Cette maîtrise permet de continuer à financer l'effort sécuritaire selon des priorités nationales, même sous contrainte. Elle expose toutefois à des pressions non militaires, ralentissement de certaines coopérations, réduction des échanges diplomatiques formels et incertitude sur des aides sectorielles prévues, notamment dans la santé et l'éducation. Pour les entreprises locales, en particulier dans le secteur minier, l'effet est plus ambivalent. Certaines sociétés avaient perçu l'offre américaine comme une opportunité d'investissement logistique rapide, susceptible de réduire les coûts et d'accélérer l'exportation. La suspension des négociations a donc entraîné un gel temporaire de projets d'extension. En parallèle, de nouvelles propositions de coentreprise émergent avec des partenaires non occidentaux, promettant un modèle plus inclusif mais nécessitant des délais d'installation plus longs. Le choix devient alors un arbitrage entre rapidité financière et intégration durable dans l'économie nationale. Pour les populations civiles, les conséquences sont tangibles et contrastées.
Dans les zones rurales récemment sécurisées, l'autonomie militaire actuelle est perçue comme un facteur de confiance. La baisse des déplacements internes observés depuis 2022 alimente l'idée que la stabilité peut être construite sans présence étrangère massive. Cependant, dans certains centres urbains, l'impatience grandit. Les pénuries d'énergie, la hausse des prix et les tensions inflationnistes rendent visible le coût d'un isolement prolongé. La souveraineté, ici, se mesure moins en principe qu'en conditions de vie quotidienne. Pour la région, enfin, le choix du Sahel agit comme un signal. Des pays voisins observent attentivement cette séquence, conscients qu'elle pourrait créer un précédent. Le Tchad hésite à renouveler certains accords sécuritaires avec l'Union européenne, tandis que la Guinée explore déjà des discussions bilatérales alternatives sur la protection de ses sites miniers. Une nouvelle cartographie géopolitique se dessine, plus fragmentée et moins centrée sur un seul pôle d'influence. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de référence, non parce qu'il impose une ligne unique, mais parce qu'il assume publiquement le coût d'un refus. Les conséquences ne sont ni abstraites ni différées. Elles touchent l'État, l'économie, les civils et l'équilibre régional, ici et maintenant. La question devient alors collective. Combien de temps ces sociétés sont-elles prêtes à payer le prix de la maîtrise pour éviter celui, plus discret, de la dépendance? Dans le scénario de base, l'Alliance du Sahel maintient sa position de refus, tout en poursuivant la diversification de ses partenariats. Les relations avec les pays non alignés se consolident progressivement, notamment dans les domaines de la sécurité énergétique et de l'approvisionnement militaire. Les tensions diplomatiques avec certaines capitales occidentales persistent, mais restent contenues sans rupture formelle. Sur le terrain, les opérations se poursuivent à un rythme soutenu, avec des gains territoriaux partiels mais continus. La situation demeure fragile mais stable à condition que les chaînes logistiques internes tiennent sous la pression. Dans le scénario optimiste, le refus de l'accord américain devient un levier stratégique. En affichant une ligne claire, les gouvernements sahéliens obtiennent des formes de coopération plus équilibrées, fondées sur le transfert de compétences plutôt que sur la captation de ressources. Un début de complexe de production militaro-industrielle locale voit le jour, permettant une montée en capacité progressive. Les recettes minières sont partiellement sécurisées par de nouveaux mécanismes régionaux de transparence. La stabilité intérieure s'améliore et un modèle sahélien de souveraineté pragmatique commence à émerger, observé avec intérêt par d'autres États africains. Dans le scénario pessimiste, le rejet de l'offre américaine entraîne des répliques indirectes, des pressions financières, des campagnes médiatiques hostiles et un isolement diplomatique accru fragilisent les économies locales. L'accès à certains financements se complique, les tensions sociales augmentent et des acteurs armés exploitent les zones de flou. Les progrès sécuritaires ralentissent et la confiance des populations dans le projet souverainiste s'érode. La dépendance évitée sur le plan militaire se transforme alors en vulnérabilité économique et politique. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Ils rappellent un principe simple. Refuser un partenariat jugé déséquilibré n'est viable que s'il s'accompagne de la construction active d'alternatives crédibles. Le temps devient alors la variable clé. Si les États parviennent à transformer la contrainte actuelle en investissement stratégique, le pari peut tenir. Sinon, l'usure risque de l'emporter. La question centrale n'est donc pas quel scénario est le plus probable, mais quelle décision présente augmente la probabilité du meilleur sans déclencher le pire. Pour les citoyens ordinaires, ces choix stratégiques se traduisent rarement en termes abstraits. Ils se mesurent dans la continuité des services, la stabilité des prix et la sécurité quotidienne.
Dans les zones rurales, là où les marchés hebdomadaires rouvrent ou ferment selon l'évolution du front, l'autonomie militaire est souvent perçue comme un gage de dignité. Beaucoup estiment que la sécurité ne s'achète pas, mais se construit dans la durée avec des forces qui connaissent le terrain et répondent à une chaîne de commandement nationale. Dans les centres urbains, le regard est plus ambivalent. Les coupures d'énergie, les pénuries d'intrants agricoles et la pression inflationniste rappellent le coût immédiat d'une posture souverainiste assumée. Pour une partie de la population, la promesse d'une aide rapide, même conditionnée, apparaît tentante face aux difficultés quotidiennes. Cette tension révèle une fracture sociale entre ceux qui privilégient la stabilité à long terme et ceux pour qui l'urgence économique prime sur les considérations géopolitiques. Les jeunes diplômés constituent un autre groupe clé. Beaucoup espéraient que l'exploitation locale des ressources ouvrirait des débouchés techniques et industriels durables. La crainte est que des accords déséquilibrés ne se traduisent que par des emplois précaires sans transfert de compétences. A l'inverse, des projets de co-développement, même plus lents, alimentent l'idée d'un avenir construit sur place. Ibrahim Traoré est souvent invoqué dans ces discussions, non comme un symbole figé, mais comme un point de référence. Ces décisions cristallisent un débat plus large sur le rythme du changement. Pour le public, la question n'est pas de choisir un camp, mais de savoir si les sacrifices actuels ouvrent réellement la voie à une autonomie vécue et pas seulement proclamée. Une voie de sortie crédible ne repose ni sur le refus pur, ni sur l'acceptation précipitée, mais sur une méthode structurée. Première étape, instaurer un moratoire formel sur toute négociation accordant un accès direct aux ressources. Stratégique, le temps d'établir des règles communes. Ce gel temporaire n'est pas un repli, mais un espace de clarification. Il permet d'éviter les décisions irréversibles prises sous pression sécuritaire. Deuxième étape, mettre en place un cadre intergouvernemental sahélien, piloté conjointement par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ce cadre serait chargé de définir des lignes rouges non négociables, notamment en matière de contrôle territorial, de fiscalité et de juridiction. Un audit externe, mandaté à intervalles réguliers, garantirait la transparence et renforcerait la crédibilité du dispositif auprès des partenaires comme des populations. Troisième étape, accélérer la création d'un fonds souverain régional alimenté par une part fixe des revenus miniers. L'objectif est double, sécuriser le financement de l'effort militaire et amortir les chocs économiques liés aux pressions extérieures. Ce fonds deviendrait un indicateur de stabilité budgétaire et un outil de projection à moyen terme, réduisant la dépendance aux livraisons conditionnées. Quatrième étape, lancer un programme de co-développement industriel ciblé centré sur la fabrication locale d'équipements légers et de maintenance. Un objectif progressif, par exemple, atteindre une part significative d'autoproduction d'ici quelques années, permettrait de mesurer les avancées sans promesses irréalistes. Enfin, ouvrir un canal de dialogue citoyen régulier où ces choix sont expliqués, débattus et ajustés afin de maintenir la cohésion nationale. Dans les cercles proches d'Ibrahim Traoré, cette approche est perçue comme une réponse pragmatique à la pression actuelle. Elle ne garantit pas le succès, mais elle transforme un refus défensif en projet actif. La souveraineté cesse alors d'être un slogan pour devenir une pratique mesurable. Dans un bureau faiblement éclairé de l'est du pays, le commandant Zongo consulte une carte annotée à la main. Les lignes rouges marquent les zones récemment sécurisées. Les points sombres signalent les positions encore instables. Depuis la suspension de l'offre américaine, il a réorganisé ses équipes, réduit les marges d'erreur et renforcé des circuits logistiques internes moins rapides mais maîtrisés. À proximité, un drone tactique modifié est en maintenance. Il n'est
Ni le plus sophistiqué ni le plus rapide, mais chaque pièce est comprise, chaque réparation possible sans dépendre d'un acteur extérieur. Cette scène résume mieux que de longs discours l'état d'esprit qui traverse aujourd'hui une partie du Sahel. La lenteur assumée devient une stratégie. Elle n'efface ni les risques ni les pertes, mais elle évite qu'une solution immédiate ne se retourne plus tard contre ceux qu'elle était censée protéger. Pour Ibrahim Traoré, cette logique s'impose comme une ligne de continuité. Mieux vaut une capacité imparfaite mais souveraine qu'une puissance louée à durée indéterminée. Les décisions prises maintenant dépasseront les cycles politiques et les séquences diplomatiques. Elles façonneront les emplois accessibles aux jeunes, les récits transmis et la manière dont la sécurité sera vécue au quotidien. Ce qui se joue dans cette séquence dépasse largement le cadre d'une négociation avortée ou d'un partenaire écarté. Il s'agit d'un moment où des sociétés entières interrogent la manière dont elles veulent exercer leur autonomie dans un monde sous tension. Refuser un accord jugé déséquilibré n'est ni un acte de fermeture, ni un geste de défi pur. C'est une invitation à repenser les règles du jeu, à exiger que toute coopération renforce la capacité de décider plutôt que de la contourner. Pour Ibrahim Traoré et ses homologues, l'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais de poser des conditions. Pour les citoyens, la question est plus directe. Comment concilier sécurité immédiate, dignité économique et horizon collectif? Aucun choix n'est sans coût et aucun coût n'est réparti également. C'est précisément pour cela que ces décisions ne peuvent rester confinées aux couloirs fermés où elles sont prises. Observer, questionner, débattre fait partie de la souveraineté autant que les accords signés ou refusés. La discussion ne porte pas seulement sur l'Amérique, la Russie ou la Chine, mais sur la capacité des sociétés sahéliennes à définir leurs propres lignes rouges. Alors, au-delà des slogans et des urgences, une question demeure ouverte. Comment construire des partenariats qui protègent à la fois la sécurité d'aujourd'hui et la liberté de demain?